Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la troisième journée du top 14 de la saison 2025-2026. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et m'écrire un commentaire sous chaque vidéo, c'est des choses qui m'aident beaucoup pour le référencement. Enfin bref, place au premier match de la troisième journée, à savoir Clermont-Pau. Bon, la première mi-temps, et même dans l'ensemble tout le match, était vraiment agréable à regarder. Chaque équipe jouait et avait des intentions d'extérieur. On a vu des Clermontois vraiment réalistes, ils ont moins tenu le ballon et ils ont moins été dans le camp de Pau que l'inverse, mais pourtant c'est eux qui mènent au score. C'est simple, dans chaque incursion dans les 22, ils ont marqué, et ce, avec différents styles. Il y a eu des essais de 3/4 avec Raka ou Tixeron qui est quand même un essai ou en tout cas ça joue debout, et aussi un moll en début de match avec l'essai de Akraladze. A l'inverse, les Palois, eux, ils en ont manqué de réalisme parce que comme je disais, ils ont eu plus de possession et d'occupation dans le camp de Clermont, mais malheureusement, ils finissent la première mi-temps avec moins 5 points de différence, je crois qu'il y avait 22-17, alors qu'ils étaient dangereux, en tout cas ils donnaient l'impression d'être dangereux sur chaque action. Mais bon, ce qui a tué les Palois, c'est leur conquête. Que ce soit la touche ou la mêlée, j'ai trouvé ça vraiment faible. Et clairement, en voyant ça, ils ont pas été fous. Ils se sont appuyés devant pour construire leur victoire. Et ça a marché, puisqu'au final, ils prennent le bonus offensif. Et donc, en dominant devant, en bouffant même le paquet d'avant palois, ils avaient plus de possession, en tout cas plus d'action de ballon à jouer, et donc par conséquent, ils y mettaient une énorme énergie avec une charnière qui a fait un bon match, que ce soit Jono Bézi et Plumeur en numéro 10, et ça leur a permis de se faire plaisir en marquant des essais, je pense notamment à celui de Newsom, où il y a une belle séquence avec, à la fin, Plumeur qui fait une magnifique chistera dans la course pour l'essai de Newsom. Clermont montre un joli visage, et contrairement à d'habitude, là, ils ont réglé le curseur en termes de discipline, et ont gardé cet investissement qui avait plutôt fonctionné depuis le début de la saison. On passe au multi-rugby avec le Castres Olympique qui recevait l'Aviron Bayonnais. Bon, le CO lance enfin sa saison. Ça se voyait qu'ils en avaient marre après ces deux défaites frustrantes où ils auraient pu gagner, et donc ils avaient les crocs, les castrés. Je trouve que l'énergie défensive déployée par Castres a écœuré le jeu bayonnais, parce qu'en soi, Bayonne a eu des séquences plus ou moins intéressantes, mais en tout cas a eu l'occasion de marquer des points, mais la défense de Castres était tellement rude, tellement agressive et ne voulait pas lâcher le moindre centimètre que les Bayonnais n'ont jamais pu marquer sur des actions placées. Parce que ce soit l'essai de Lucas Martin après un moll ou l'essai d'Alexandre Fischer en fin de match, je peux pas vraiment dire que ce soit des essais placés. Alors oui, c'est de l'adaptation face à une défense de Castres qui était plus friable à ces moments-là, mais dans l'ensemble, Castres a fait une énorme prestation défensive. Parce que ce qui est étonnant dans ce match, c'est que Bayonne, pour moi, n'a pas forcément été en dessous de Castres dans l'animation offensive. Surtout que j'ai trouvé Castres pas forcément au-dessus. Ils se sont énormément nourris des erreurs de Bayonne. Je pense notamment à l'essai de Botitou qui intervient après une action de Makala qui dégueule le ballon à 1 mètre de sa ligne, donc forcément c'est un essai trop facile encaissé par Bayonne. Et aussi, pour moi, il y a un double tournant du match, à savoir le non-carton orange d'Ambadiang, qui avait déjà pris un jaune un peu plus tôt dans le match, et là, un plaquage haut sur Yohan Orabe, de mémoire, pour moi, ça aurait mérité jaune, et je pense que s'il n'avait pas eu de premier jaune en Badiang, il en aurait pris un. Donc déjà, il n'y a pas de carton orange pour Castres, et ensuite, Bayonne a donné des essais à Castres. Que ce soit l'essai de Will Collier, où ballon dégueulé, et Castres joue bien le coup d'ailleurs en ballon de récup, et marque avec Will Collier, puis sur l'action d'après, renvoi action d'après, l'essai d'Ambadiang, ça a été trop facile pour Castres de prendre de la distance au score. Et à ce moment-là, Bayonne perd pied, alors qu'ils étaient plus ou moins dans le match, ils étaient à 12 points de mémoire, et après ça a été impossible, puisque cette avance prise par Castres, ça leur a donné un trop plein d'énergie, qui n'a pas permis à Bayonne de pouvoir marquer. Et donc Castres est allé chercher facilement, j'ai envie de dire, un bonus offensif, qui leur permet de se remettre bien au classement. Une autre équipe qui a pris le bonus offensif, c'était l'UBB face à Montauban. Bon, globalement, c'était trop facile pour l'UBB, puisque Montauban déjà souffre en ce début de saison, mais en plus avait envoyé une équipe remaniée. Et du côté de Bordeaux, il fallait retrouver de la confiance après un match au Racing qui était raté, et c'est chose faite. La plupart des secteurs ont fonctionné, notamment en seconde période quand la défense de Montauban a commencé à craquer. On sent que l'UBB, ils n'ont pas eu non plus à trop forcer derrière avec la vitesse qu'ils ont, et ce qui est étonnant sur ce match, c'est que Montauban a eu plus le ballon et plus d'occupation, mais au final, au score, il y a un écart de plus de 50 points. La seule ombre au tableau du côté de l'UBB, ça a été la touche, que ce soit avec Conorsa ou Gaëtan Barlow en fin de match, elle n'a pas été au point. De plus, Montauban a volé plusieurs ballons, avait une bonne lecture de l'alignement bordelais, et a été très fort sur les ballons portés. Ça va être le seul point positif pour Montauban, parce qu'après, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à retenir. Mais les ballons portés, eux, ont été efficaces. Il y a 3 essais, dont un refusé,
mais du coup 2 inscrits sur 3 par Moroir et Firmin, après une séquence de jeu dans le style. Enfin, la dernière chose que j'aimerais dire sur ce match, c'est que Sean Mousquet a de la chance de pas prendre orange sur cette percussion de football américain, parce que c'est très limite, et je peux vous dire qu'au stade, j'étais soulagé de le voir prendre qu'un jaune. On enchaîne avec Lyon qui recevait le Stade français Paris. Bon, je pense que le Stade français peut nourrir des regrets sur ce match. Heureusement, ils prennent un bonus défensif, mais c'était le strict minimum parce qu'il y avait un coup à faire. L'entame est bonne, ils mènent assez rapidement 10-0, mais après, ils ont commencé à lâcher le match. Il y a notamment une période qui a été assez calamiteuse entre le retour de la mi-temps, donc la 40e minute, et on va dire la 55e, 60e, où Lyon marque 4 essais de mémoire, et surtout beaucoup trop facilement. Ça m'a fait penser un peu à Bayonne dans l'idée, sauf que là, j'avais vraiment l'impression que le Stade français était au-dessus, niveau de jeu, alors que Bayonne, on sentait un niveau équivalent avec Castres. Le vrai tournant du match, ça a été cette relance complètement manquée de Dakuaka, qui, à l'image de Makala, offre un essai aux Lyonnais, et après, ils se prennent 3 autres essais derrière. Les essais de Yohane, donc sur l'erreur de Dakuaka, Kouyu, et le deuxième de Massi, pour moi, ils sont encaissés trop facilement, et ça permet à Lyon de prendre le score trop facilement, alors que c'est dommage puisqu'on voit en fin de match que le Stade français est capable d'imposer des séquences, avec, je trouve, une Chanard qui a fait un plutôt bon match, et d'aller chercher le bonus défensif, de retrouver les ressources nécessaires pour aller chercher ce bonus, mais pour moi, il y aurait dû avoir victoire. Même l'essai de Dumortier, qui arrive un petit peu plus tard, après cette séquence pas très bonne pour le Stade français, bah là, c'est pareil, il est encaissé trop facilement, un plaquage raté, un 2 contre 1, et Dumortier, il va. Lyon, du coup, peut s'estimer heureux d'avoir eu des essais cadeaux comme ça, et mine de rien, ça avait quand même une 3e victoire en 3 matchs pour les Lyonnais, c'est un début de saison canon. Une équipe qui ne fait pas du tout un début de saison canon, c'est Perpignan face au Racing. Pourtant, ils ont fait une entame de match qui était vraiment intéressante. Ils marquent très rapidement avec l'essai des Cochards, il y a ensuite une pénalité d'Alan, et un carton jaune pour Will Rollands au Racing, ce qui fait que Perpignan commence le match avec de la confiance. Mais sur l'essai de Wilfried Duleux, il y a une défense qui a été très mauvaise. Premièrement, déjà, il y a des plaquages manqués sur Vinaya Abossi, qui du coup resserre la défense, puisque les joueurs convergent vers Abossi pour tenter de le plaquer. Le Racing le voit bien, ça laisse des espaces sur les extérieurs, et comme ça, il joue bien le coup, et ça fait essai pour Huleux. Et c'est après cette action que ça a donné confiance au Racing, et qu'ils ont tenté plus de choses, tenu plus le ballon également. Le Racing a donc pris le large avant la mi-temps, avant de contrôler en seconde et avoir très peu le ballon, mais une défense efficace. Perpignan a essayé tant bien que mal de revenir dans le match. Les gros ont fait plutôt une bonne partie, je trouve, dans l'investissement, dans l'engagement, mais c'est derrière le problème. C'est qu'il y a eu des choix de jeu vraiment pourris de la charnière. Franchement, jouer sur les 3 quarts alors que t'es en faiblesse, et à l'inverse, les gros sont plutôt dominants, c'est bizarre, moi je trouve. D'autant plus que la touche a été plutôt bonne à Perpignan, un peu moins la mêlée, mais la touche a été bonne, donc pourquoi ne pas plus utiliser cette phase de jeu? Et surtout, quand on voit des 3 quarts qui n'ont pas été au rendez-vous comme ça, je comprenais pas pourquoi Perpignan s'entêtait à vouloir jouer sur eux. Il y avait un manque de créativité couplé à plusieurs imprécisions qui ont fait qu'ils n'ont jamais pu jouer derrière. Et par conséquent, le Racing, sans forcer en seconde période, a assuré sa victoire et ne laisse même pas un point de bonus à Perpignan, qui commence très mal sa saison. Et enfin, le dernier match de cette journée, c'était Montpellier qui recevait Toulouse. Bon là, quel match des Montpelliérains. Et à l'inverse, quel non-match des Toulousains. Bon, clairement, Montpellier s'est appuyé sur ses gros, sur ce qui fonctionne depuis le début de saison et même globalement depuis la saison dernière pour construire son succès. Je trouve que les Montpelliérains, ils ont mis un engagement offensif énorme. On voyait très bien que chaque zone d'affrontement, elle devait être remportée par le MHR. Et sur l'ensemble du match, ça a été plutôt le cas. Ils ont aussi su se nourrir des erreurs de défense de Toulouse ou même des erreurs offensives comme sur l'essai d'Engan Bébé offert par Thomas Ramos sur ce jeu au pied contré. Et pourquoi? Parce que tout simplement la défense mettait une pression très forte sur l'attaque toulousaine qui n'a jamais pu déployer son jeu. En face, Toulouse n'a pas répondu sur ce match. Je trouve que les leaders n'ont pas répondu présent. Bah, il y a Ramos, il y a Willis également, il y a même Marchand qu'on n'a pas trop vu, alors que d'habitude c'est eux qui portent le projet de jeu de Stade Toulousain. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont pris l'avantage assez rapidement puisqu'ils marquent l'essai de Delibes à la 7e ou 8e minute. Mais bon, ils ont multiplié les petites fautes à l'image de coups de pied directement en touche, et ça a permis à Montpellier d'imposer son jeu. Montpellier repart avec le bonus offensif et c'est ultra mérité. Évidemment, le dernier match Toulon-La Rochelle, vous le savez aussi bien que moi, n'a pas pu se tenir en raison des intempéries. Il a été reporté au 8 novembre, le jour de France-Afrique du Sud, donc on verra plus tard pour l'analyse du match. On passe maintenant à mes tops et flops. En top, je vais commencer par le pilier de la SM, Accra Ladze. Déjà, il a bouffé l'Aklaya en mêlée,
Pau, de toute façon, a été bouffé devant dans l'ensemble, et il n'était pas étranger à ce succès. Et évidemment, il marque 2 essais plein de détermination. On continue avec Mathieu Jalibert, qui a été vraiment à l'aise offensivement. Il y a un essai, 2 passes décisives et plusieurs courses tranchantes. C'est même dommage qu'il soit sorti aussitôt, mais en même temps, c'est compréhensible quand on voit le scénario. Il faut pas non plus le surmener, il faut plutôt le protéger. Enfin, le dernier top, c'est Baptiste Erdocio, qui, pareil, fait partie de ce paquet d'avant de Montpellier qui a dégoûté celui de Toulouse. Il a été dominant en mêlée également, où pareil, Aldeguerri a souffert en face de lui. Et sur les bases, il est irréprochable. En flop, maintenant, je vais rester sur le même match avec Thomas Ramos. J'en ai déjà parlé, mais il n'a pas été au rendez-vous. Il a globalement tout manqué, et notamment ses jeux au pied. Je vais continuer avec Peñassi Dakuaka, car c'est lui qui est à l'origine du tournant du match face à Lyon, où il offre cet essai, puis après il prend un carton jaune, je crois 2 ou 3 minutes après, et c'est grâce à ça que Lyon a pu revenir dans le match. Et enfin, le dernier flop, c'est Tom Ekochar, puisque je trouve qu'il a mal alterné le jeu, et pourquoi ne pas avoir fait rentrer Gela après Sidze plus tôt, alors que Ekochar fait pas un bon match, je trouve, dans l'alternance. J'ai trouvé ça bizarre. Il y a eu des timings de passe qui étaient mauvais, il a beaucoup trop joué sur les 3/4, alors qu'ils n'ont pas été au rendez-vous. Il y a quand même un 50-22 qui a fait du bien, et son essai en début de match qui ont plutôt sauvé la mise. On passe maintenant à l'analyse du classement. On voit que Lyon est seul en tête, en attendant Toulon qui a un match en moins, tout comme La Rochelle. Et après, c'est serré. L'UBB, Pau, le Stade Toulousain, Toulon, le Racing, Bayonne, Castres, tout ça, ça peut jouer le top 6. Et en bas, par contre, on a toujours Perpignan et Montauban qui sont à 3 défaites et 0 points au classement. Va falloir qu'ils se réveillent, les deux clubs. Pour ce qui est des pronos maintenant, on a d'abord le Stade français qui reçoit l'Union Bordeaux-Bègles. Le Stade français, dans l'ensemble, je trouve qu'il fait un début de saison correct. C'est pas non plus exceptionnel, mais je trouve ça plus intéressant déjà que l'an dernier. L'UBB en face a explosé Montauban et va vouloir continuer sur sa lancée, c'est pour ça que je les vois gagner à Paris. Le Racing reçoit Clermont, et pour moi, le Racing monte en puissance sur ces 2 dernières semaines, et je les vois battre les Clermontois, mais avec un bonus pour Clermont. Pau reçoit le Loup, c'est un match hyper intéressant entre 2 équipes outsiders. Franchement, je pense que les Palois vont gagner Lyon, mais on peut assister à un très beau match. La Rochelle-Perpignan, pour moi, La Rochelle gagnera avec bonus offensif. Montauban-Montpellier, je pense que Montpellier ira faire un coup à Montauban, et même pourquoi pas avec le bonus offensif. Le Stade Toulousain va vouloir se rattraper contre Castres, et je pense que ça va être plus compliqué que prévu parce que Toulouse, mine de rien, est un peu en dedans, sans forcément être mauvais. Ils sont en dedans, je trouve. Donc il y a un coup à faire pour Castres, mais je les vois pas ramener plus qu'un bonus défensif en terre toulousaine. Et enfin, le gros match de dimanche, c'est Bayonne qui reçoit Toulon. Et pour moi, les Bayonnais vont vouloir se rattraper. En plus, Bayonne-Toulon, c'est une grosse affiche, ça va être dans un Jean Daugé en feu, plein à craquer. Je les vois pas perdre face à Toulon. Enfin, voilà, cette analyse est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai donc évidemment une vidéo spéciale pour le match Toulon-La Rochelle qui aura lieu en novembre. Mais d'ici là, on se retrouve pour la 4e journée. N'oubliez pas de vous abonner, m'écrire un commentaire, activer la cloche et mettre un like, c'est des petits gestes qui m'aident beaucoup. Je suis également assez actif sur Instagram et TikTok où je poste des capsules des vidéos que vous voyez, mais aussi d'autres contenus exclusifs. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est @bourrichon.tv. Enfin bref, c'était Bourrichon. Ciao ciao.